Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous. Vous êtes nombreux aujourd'hui à nous rejoindre. Bienvenue. On a toujours les petits messages des régions d'où vous venez. Ça fait plaisir. Donc, on attend quelques minutes pour démarrer, parce qu'il y a encore des personnes qui nous rejoignent très vite. Île Maurice, Île-de-France, ouais. Martinique. On a toujours tous les horizons. Alors, j'espère que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Parfois, il y a des petits problèmes de connexion, mais si c'est le cas, généralement, ça vient de vous. Et donc, n'hésitez pas à vous débrancher, rebrancher et nous rejoindre. Voilà, bon, donc je vous propose qu'on démarre, même si de nouvelles personnes nous rejoignent. Donc, en tout cas, merci d'être présent pour ce nouveau webinaire consacré à une question qui traverse de nombreux espaces scolaires, familiaux, médicaux, sociaux. Comment comprendre et accompagner l'épisode dépressif chez l'enfant et l'adolescent? Depuis quelques années, beaucoup d'entre nous ont le même sentiment, quelque chose s'est intensifié dans la souffrance psychique des jeunes. Non pas seulement une augmentation des symptômes, mais aussi une transformation de leur expression, une fragilisation du lien à soi, aux autres, à l'avenir. Et derrière cette évolution, une interrogation centrale, comment repérer une douleur psychique qui peut s'exprimer entre autres par de l'irritabilité, de l'agitation, des difficultés dans les apprentissages, etc. Et c'est peut-être là l'un des grands défis pour les professionnels aujourd'hui, à la fois éviter des lectures rapides qui peuvent réduire ce mal-être à un simple manque de motivation ou à une crise d'adolescence, par exemple, tout en trouvant les bons relais pour ne pas laisser s'installer la perte d'élan. Et donc, c'est dans cette perspective que s'inscrit ce webinaire d'aujourd'hui, mieux comprendre la clinique de l'épisode dépressif, mais aussi la manière de l'accompagner. Et donc, nous avons pour cela le plaisir d'accueillir Pauline Drec, qui est psychologue, qui travaille à l'unité de médecine pour adolescents à l'hôpital Ambroise Paré, à Paris, qui intervient à l'université Paris-Saclay et qui a aussi une pratique libérale. Bienvenue, Pauline, et qui est aussi membre de la PPEA. Et qui sera accompagnée de Georges Cognier, président de la PPEA, psychologue, docteur en psychologie, professeur honoraire de l'école des psychologues praticiens. Et leur regard croisé va nous aider à avancer sur cette question vraiment centrale du repérage de cet épisode dépressif et la prise en charge, notamment en travaillant sur les ressources. Alors, pour rappel, ce webinaire est enregistré. Vous aurez accès au replay dès demain sur le site de l'APPEA. Et on va avoir deux temps pour ceux qui ont l'habitude, un premier temps d'exposé, puis un deuxième temps d'échange. Et donc, vous avez le chat dans lequel vous allez pouvoir poser toutes vos questions que Vincent Hamelot et Théodore de Mascarel, ici présents, pourront relayer après l'intervention. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire, riche en réflexion et en échange. Merci. Alors, c'est moi qui commence. Bonjour à tous et à toutes. Content d'être ici ce soir avec Pauline. Nous formons un binôme dans nos formations. Nous travaillons souvent ensemble sur différents thèmes. Donc, on va commencer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'évoquer avec vous plutôt la clinique de cet épisode dépressif. On va commencer classiquement
un peu ce qu'a dit déjà Katia Thériault, pour noter que cette souffrance juvénile est en hausse. Alors, j'ai mis quelques petites informations, par exemple, chez les 18-24 ans, 24 ans, c'est pas notre public pour ce soir, mais tout de même, on note une prévalence de l'épisode dépressif qui a augmenté entre 2017 et 2021. Sur cette diapositive, les chiffres viennent de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. En 2023, plus près de nous, il y a 936 000 jeunes de 12 à 25 ans qui ont bénéficié du remboursement d'un psychotrope. La prévalence est de 70 à 80 jeunes pour 1000. On notera que la Caisse nationale de l'assurance maladie relève que les filles sont à l'origine de cette dynamique observée. Toujours sur cette souffrance juvénile en hausse, une première des chiffres plus récents, qui sont des résultats de l'étude ENABE sur le bien-être et la santé mentale des enfants. Juin 2023, 13% d'enfants de 6 à 11 ans connaîtraient un trouble probable de la santé mentale. Et dans ces 13%, on en a 5,6 de l'ensemble qui auraient un trouble émotionnel probable, symptômes d'anxiété, phobie, dépression. Il y a une diapositive que vous pourrez télécharger si vous allez sur le site avec télécharger notre présentation. J'ai quelques diapositives qui ne sont pas présentes, qui sont masquées pour pas alourdir la présentation, mais qui sont téléchargeables. Et puis une remarque qui me tient à cœur. Je suis aussi administrateur de la sauvegarde de l'enfance et le Haut Conseil à la famille, à l'enfance et à l'adolescence, dans son dernier rapport, le complément en janvier 2025 d'un rapport de 2023, note qu'il faut faire très attention aux enfants qui sont confiés à la protection de l'enfance, car peuvent cumuler, on va dire ils peuvent, hein, c'est pas tous les coups, mais quand même. Il y a un risque de cumul de difficultés de santé mentale et d'une difficulté d'accès aux soins. Donc nous, les professionnels, il faut qu'on soit particulièrement sensibles à ces enfants. Alors, commençons plutôt directement dans le noyau clinique de la dépression. Je vous propose un détour par les nourrissons, même si nous ne sommes pas des spécialistes des nourrissons, mais le détour est souvent parlant. On connaît les travaux de Spitz et de Bowlby sur les effets des privations affectives précoces, les ruptures de lien. Mais je vous invite à passer d'une lecture qui est centrée sur le symptôme, comme avec Spitz et Bowlby, à une lecture qui serait centrée plutôt sur la relation. Qu'est-ce que cette dépression fait vivre et mobilise chez ceux qui s'en occupent, parents, éducateurs et nous, les soignants? Mais je vous inviterai aussi à envisager un cœur commun de la dépression du nourrisson à l'adulte. Alors, qu'est-ce que va nous montrer cet épisode dépressif du nourrisson? Eh bien, le premier élément, c'est la sévérité du trouble. Quand un nourrisson n'a plus de désir, n'a plus le désir de vivre, eh bien, ça se révèle très concrètement par un arrêt de la nourriture. Il ne se nourrit plus. Il se laisse mourir concrètement. Donc, les nourrissons nous indiquent ça. Le trouble peut être très sévère. Évidemment, en contrepartie, quand vous avez un trouble de cette sévérité, il y a une impuissance chez les parents et une impuissance ressentie, mais aussi chez les soignants. Les soignants se sentent impuissants. Donc, il y a toujours besoin d'être en équipe pour lutter contre cette impuissance. On notera aussi que la prise en charge, elle est inscrite dans la durée. Ce n'est pas une prise en charge de quelques semaines. Souvent, ça dure un peu plus longtemps. Et puis, un point très important pour nous, les intervenants, les psychothérapeutes, c'est que le soin, on ne l'enferme pas dans le symptôme. Si vous avez un nourrisson qui n'a plus le goût à la vie, qui n'a plus envie de se nourrir, qui ne se nourrit plus, on ne va pas le forcer. Évidemment qu'on va le nourrir d'une autre façon. On ne va pas se buter sur le symptôme, mais on va essayer de le rencontrer autrement. On va le rencontrer par le jeu, par le bain, par les soins du corps, par les soins de la nourriture, pour faire des petites allées, faire un petit repas ensemble, une petite soupe. Vous voyez, il y a un besoin absolument évident avec le nourrisson de le rencontrer autrement. Et moi, ce que je vous propose, c'est de transposer ce que nous montre l'épisode du dépressif du nourrisson chez l'adolescent et chez l'enfant. On y va.
Un petit mot sur les classifications internationales. On a deux grandes classifications internationales extrêmement utiles pour les études qui se passent, pour qu'on puisse parler tous de la même chose. Le DSM-5 qui, lui, évoque en titre un trouble dépressif caractérisé. Dans le corps de la lecture, le DSM-5 parle aussi de l'épisode dépressif. On notera cette petite remarque simplement que l'humeur, nous dit le DSM-5, peut être irritable plutôt que triste. C'est vraiment quelque chose que, quand on s'occupe d'enfants et d'adolescents, on connaît bien. Et puis, vous avez cette classification internationale des maladies, toute récente. Elle vient de l'OMS, c'est la 11e version, qui parle d'épisodes dépressifs, qui présente l'épisode dépressif par groupe de symptômes. C'est assez intéressant. Les deux classifications nous invitent à avoir repéré au moins 5 symptômes caractéristiques pour évoquer l'épisode dépressif. Et évidemment, toujours cette même remarque, ces symptômes doivent induire une détresse significative. Alors, épisode dépressif. Qu'est-ce que veut dire le mot épisode? De quoi on parle quand on a un épisode dépressif? Eh bien, d'abord, il faut bien penser les choses comme ça. C'est que c'est une séquence clinique qui est identifiable avec un début, une évolution, et j'ai marqué parfois une fin. Pas osé écrire toujours une fin, mais une fin heureuse parfois. C'est ce que je voulais dire. Donc il y a une temporalité. Ça, c'est très important. S'il y a un début, ça veut dire qu'il y a un avant-début. Vous voyez, aujourd'hui, on est le 4 novembre. Si vous, moi, Pauline, Katia, nous rencontrons aujourd'hui en consultation un adolescent, un enfant qui présente des symptômes dépressifs, on aura envie de savoir comment il était il y a quelques mois. Moi, je poserais la question, j'essaierais de savoir comment il était, par exemple, en mai, juin. Vous voyez. Je reviendrai en arrière. Peut-être à la rentrée simplement. Savoir s'il y avait un avant, s'il allait bien à ce moment-là. Deuxième point, pour l'épisode, il y a une cohérence symptomatique dans l'épisode dépressif. Les signes vont ensemble. Ce pas des signes disparates. Et puis la valeur clinique. On va repérer un état pathologique. Et donc, en revenant en arrière, si on repère dans l'épisode un avant, si notre sujet allait à un moment on allait mieux, disons, on sera peut-être en mesure d'identifier une perte qui serait à l'origine de cet épisode, un deuil, ça serait évident, un décès de grands-parents, une séparation des parents, évidemment, et puis des événements plus anodins, par exemple un déménagement, un changement d'école, la mort d'un animal. Enfin, ça nécessite une clinique sensible, il faut s'intéresser à ces aspects-là. Et puis l'épisode dépressif ne va pas intervenir du jour au lendemain. Ce n'est pas au lendemain de la perte. Il va intervenir progressivement. Mais dans l'entretien, on apprendra toujours que le comportement est modifié par rapport à cet avant. Alors, quelle forme peut prendre cet épisode dépressif? Alors, pour clarifier ces formes, pour les présenter, je ferai un détour par les dessins d'enfants. Non pas qu'on veut se spécialiser dans le dessin. Il y a plein d'autres façons de repérer ces épisodes dépressifs. Mais on va passer par le dessin d'enfant pour avoir peut-être des idées claires. Il y a peut-être plusieurs formes, j'en détaille trois ici, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple l'ironie que je n'ai pas marqué ici, mais il y a la mélancolie. On peut avoir un épisode dépressif qui est marqué par une mélancolie qui est vraiment au premier plan, comme chez l'adulte, chez l'enfant, l'adolescent. On peut avoir une mélancolie au premier plan, mais teintée de colère, d'agressivité. Et puis on peut, au premier plan, avoir ce qui apparaît comme la lutte contre cet épisode dépressif. Et on va détailler ça tout à l'heure. J'ai mis deux petites remarques. On ne confondra pas la lutte contre l'épisode dépressif avec l'hypomanie de l'enfant. Les symptômes sont différents. Je pourrais vous en parler dans la discussion. Et puis, j'ai mis un petit mot sur la dépression masquée. Je trouve que ce n'est pas très pertinent de parler de dépression masquée, car la dépression n'est pas masquée, c'est qu'elle prend des formes différentes. On continue. Alors, avec le dessin, par exemple, un dessin qui illustre la mélancolie. C'est un garçon de 6 ans. Sa maman est devenue malade d'un coup. Son père se semble impuissant face à la maladie de cette jeune femme très dynamique. Et lui, alors, qu'est-ce qu'il nous montre dans son dessin?
voyez, on a un petit personnage de profil. C'est pour ça que le visage est bizarrement fait. Et qu'est-ce qu'il fait, ce personnage? Ben, c'est un enfant qui est tout seul, perdu, la nuit, dans la forêt. Est-ce qu'il y a quelque chose de pire que d'être un enfant perdu seul la nuit dans la forêt? Alors, on a tous les éléments de la mélancolie, de la perte. On a une perte qui est identifiée, en tout cas dont l'enfant nous parle. La solitude, la forêt, lieu d'inquiétude, et la nuit, les angoisses vespérales de la nuit. Alors, c'est un enfant en retrait, avec un visage souvent sérieux, peu mobile. Là, j'ai mis ce dessin pour illustrer, pour qu'on ait bien en tête ce que peut être une mélancolie, mais teintée de colère et d'agressivité. Si vous voyez, derrière la grisaille, là encore, du dessin, on aperçoit un petit lapin. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais le grossir. Vous le voyez ici. Un petit lapin. Et qu'est-ce qui lui arrive à ce petit lapin? Ben, je vous le donne dans mille, ce petit lapin, il est perdu, tout seul, la nuit, dans la forêt. On a encore la perte, la solitude, l'inquiétude, les angoisses, les spirales. Mais regardons le trait, le tonus dans le trait, les ratures. On va noter ici qu'il y a une forme de colère, d'agressivité. C'est un enfant qui subit une séparation, mais une séparation très conflictuelle. Donc il ne voit pas du tout comment il peut s'en sortir. Mais nous, on peut s'imaginer qu'un enfant ou un adolescent qui, dans ses propos, mettrait un peu de colère ou d'agressivité, on ne pourrait s'imaginer que le pronostic pourrait être meilleur. Dernier dessin, la lutte contre la mélancolie. Alors, c'est une jeune fille de 7 ans, malade. Elle est hospitalisée à plusieurs reprises. Ses parents sont évidemment très, très anxieux, vous imaginez, la contagion de l'anxiété. Et alors, elle fait un dessin. Elle va se dire, elle est dans le déni. Tout est beau. À droite, c'est la piscine, vous voyez. Elle l'a relevée pour pouvoir la dessiner. Il y a un soleil souriant, des oiseaux, etc., des petites fleurs. Mais si on regarde bien, on va noter autre chose. On va noter le remplissage. Le ciel est rempli d'oiseaux. Tout le dessin du milieu est rempli d'une petite pluie. C'est pas une averse qui mouille, qui refroidit, c'est une petite pluie à 2 couleurs. Il y a un arc-en-ciel qui n'a pas 5 ou 7 couleurs, comme souvent, mais qui en a au moins 10, 12, et tout un tas de petites fleurs. En fait, le remplissage, il a comme fonction de ne pas laisser de blanc, pas laisser d'espace à une mélancolie qui pourrait arriver et remonter. Vous voyez, c'est un peu comme un enfant, un adolescent qui serait dans l'agitation. Pas d'espace, mélancolie. On saute d'une activité ou une autre. On est sur son jeu vidéo geek à fond. Un adulte qui remplit son agenda pour ne pas avoir d'espace blanc, pour ne pas avoir de moment où la mélancolie va pouvoir s'imposer. Alors, toutes ces caractéristiques que je vous montre ici à travers 3 dessins, par exemple, eh bien, elles apparaissent dans le langage, dans le verbatim des enfants, des adolescents, tout ce qu'ils pourront nous dire. Et ce sont des caractéristiques qui doivent être perçues à partir une écoute pardon, attentive et avertie. Alors, autre écoute dans le discours des parents, qu'est-ce qu'on peut entendre? Eh bien, ils vont nous parler de cette rupture avec l'état antérieur. Ils vont nous dire, il n'est plus comme avant. Je ne le reconnais plus. Et ils vont nous parler de leur impuissance. On ne peut pas lui faire plaisir. Un, un père d'un garçon, grand garçon qui était en terminale, il me disait, vous savez où il était, mon fils, ce dimanche? Vous savez où il était? Dans sa chambre. Mais où dans sa chambre? Dans son lit. Mais sous la couette. Un grand garçon sportif. Avant, ils disaient, on faisait du footing ensemble. Il n'y a plus moyen, il n'y a plus de désir, éteint. Et les parents se sentent impuissants. Et qu'est-ce qu'ils font, des parents impuissants? Eh bien, ils se butent sur le symptôme. Ils vont le voir le secouer. Mais secoue-toi, bouge, intéresse-toi, vous voyez. On va avoir des injonctions de ce type. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, on aura un cercle vicieux dépressiogène qui va se mettre en place. Des parents qui vont dire, on ne peut pas lui faire plaisir, il n'est jamais content, il n'est jamais d'accord. Un symptôme, et je pense que Pauline Drake le développera aussi, c'est l'anédonie, l'absence d'hédonisme. Vous voyez, avec un A privatif, c'est-à-dire qu'il
et à perdre des plaisirs anciens. Cette maman qui me disait qu'avec sa fille, elles aimaient avant partir faire du shopping entre filles, terminé, plus de goût. Et dans le comportement, on s'intéressera à l'alimentation, bien sûr, parfois, souvent, peut-être de la perte de la faim pour les plus jeunes et peut-être de la boulimie plutôt pour les plus âgés. Et pour tous, le sommeil qui est difficile à trouver. Il y a une crainte, vous savez, au moment de l'endormissement, dans un entre-deux comme cela, les idées noires, quand on est dépressif, vont remonter. Et l'enfant va les craindre plus que tout, l'adolescent va craindre cela. Alors qu'est-ce qu'il cherche? On cherche à tomber dans le sommeil comme une masse. Et pour ça, il faut retarder le moment de l'endormissement, peut-être avec des jeux vidéo, mais en tout cas un coucher tardif. Alors il y aura des idées de mort, de suicide qui peuvent être exprimées. Euh, Moi, j'ai mis souvent par écrit, j'aurais peut-être dû dire parfois par écrit. J'ai souvent vu des petits mots comme ça que les parents découvraient. Euh, j'ai plus envie de vivre. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est très grave. Après, dans les gravités, j'ai eu un garçon qui m'a demandé un jour, jeune adolescent, est-ce que ça fait mal de mourir? Et je voyais qu'il était passé à un stade un petit peu au-dessus. C'est-à-dire qu'il commençait de chercher s'inquiéter sur ce qu'il pourrait faire. Et puis la fatigue dépressive, bon, vous repérerez facilement, c'est pas la fatigue issue de l'activité, non, c'est une fatigue qui est avec soi depuis le matin, surtout le matin. Évidemment, il faut être attentif, faire attention, ils se sont couchés tard, ils manquent de sommeil peut-être. Et puis avec le clinicien, le tableau n'est jamais complet ni permanent. Avec un clinicien, chez nous, on n'a jamais, jamais, jamais le DSM-5, la classification 11, le chapitre de psychopathologie sur la dépression, on a le réel de la clinique. Mais on écoutera, on entendra des énoncés, je ne sais pas, je peux pas, j'y arrive pas peut-être, vous voyez. Là encore, l'impuissance. On aura la perte des intérêts scolaires et autres. Vous voyez, un garçon de troisième avec qui je savais qu'il avait des capacités en anglais. Il aimait ça, il aimait aussi les mathématiques. Eh bien, quand on lui parle, est-ce que l'anglais, ça t'intéresse toujours? Non, vous savez, non, rien, rien. Est-ce que tu vas au collège un peu avant 8 heures pour rencontrer... Bon, non, non, non. Voilà. Plus le goût d'aller vers les autres et les autres. Eh bien, ils n'ont pas trop envie d'avoir un ami qui est triste, qui a envie de rien. On va le voir un petit peu au début, puis après on se lasse. Donc la perte, la perte, la perte. Et ce qui génère chez nous, les soignants, oui, un sentiment d'impuissance. Il faut s'accrocher. C'est pour ça que c'est important parfois d'être en équipe. Il faut s'accrocher parce que la séance paraît longue, comme ça. Et on s'accroche, on tient le coup parce qu'on sait qu'on va y arriver. Des intérêts portés à la souffrance, reliés à la perte, au sentiment d'impuissance, parfois aux objets cassés. Et puis cette pathologie va s'inscrire dans la répétition. La séance suivante, et ben, ce sera un peu la même chose. Il faut tenir le coup. Et dans son discours, qu'est-ce qu'on entendra? Eh ben, on entendra toujours la même chose, peut-être la perte de l'intérêt, du plaisir. Je m'en fous, je m'en fiche. J'ai envie de rien faire. Alors, les jeux vidéo, bien sûr. Pourquoi? Les garçons euh, me disent que quand ils sont devant leurs jeux vidéo, ils ne pensent pas. Vous voyez. C'est un peu comme si vous, adultes, vous mettiez devant je sais pas, moi, des émissions de télévision où ça parle, où ça bouge beaucoup toutes les 5 secondes, il y a quelque chose qui se passe. Vous regardez sans regarder. Ben, c'est ce qui se passe un peu devant les jeux vidéo. Puis la perte de l'estime de soi, se sent nul, l'impuissance, on l'a dit, j'y arrive pas, c'est trop dur, et le sentiment de culpabilité, un sentiment à repérer. C'est très intéressant le sentiment de culpabilité parce que on se dit souvent c'est un peu le début de l'élaboration, la culpabilité. C'est-à-dire, il y a un peu comme une introspection, un retour sur soi. C'est de ma faute, à nous dire. Et puis le désespoir, parce que il veut se sentir pas aimé par ses parents. Mais pourquoi il n'est pas? C'est pas qu'il n'est pas aimé, mais il est tellement difficilement aimable. C'est tellement difficile de l'aimer puisqu'il n'a envie de rien, qu'il répond pas aux propositions. D'où l'importance du travail avec les parents et du travail avec le collège, le lycée, l'école.
pas hésiter à prendre contact, en accord avec les familles et les jeunes, avec le professeur principal pour lui demander de lever la pression pendant le temps de la prise en charge de la pression scolaire. Parce qu'il ne peut pas y arriver de toute façon. Et puis, il faut nommer les choses, peut-être d'une manière fine, mais évoquer l'épisode dépressif. Dire c'est pas qu'il n'en veut, qu'il ne veut pas, c'est pas de sa faute, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est un épisode dépressif. Les difficultés à se concentrer, à penser, je m'en rappelle pas, évidemment, les choses lui échappent. Alors, on peut avoir aussi dans la clinique, on peut faire une clinique avec des supports perceptifs, hein. J'ai mis ici une planche du TAT, juste un exemple, j'en mettrai deux. C'est la planche 12, vous savez, une petite barque qui est sur un petit plan d'eau qu'on aperçoit au loin, c'est grisaille. Et, voilà, ben, il n'y a rien, il n'y a pas personne. Et ben, qu'est-ce qu'il nous dit, ce jeune garçon de 7 ans? Ben, il me dit, il est mort. Alors, je lui pose la question, mais qui est mort? Ben, il est venu en barque, il est tombé à l'eau, il n'y a personne pour le sauver. Dans il est mort, on entend l'anxiété, vous voyez, l'anxiété de mort. L'anxiété, je veux dire le mot mort pour un enfant, c'est ce qu'il y a de plus grave, hein. Et puis le désespoir, il n'y a personne pour le sauver. On peut utiliser d'autres images, c'est pour ça que j'ai mis une image complètement différente, hein. Il m'est arrivé d'utiliser, moi, des images de Douaneau, de Willy Dronis, et là, c'est euh, un graphiste japonais on le trouve sur le site, j'ai mis le site Avogado 6. Et regardez la symbolique, évidemment, de l'image est intense, le cadenas, les chaînes qui évoquent la sensation d'enfermement, de contrainte, d'impossibilité de s'exprimer librement. Le cadenas verrouillé sur le cœur, vous avez vu. Et lui, regardez bien, il a la clé à la main, le personnage. Vous l'apercevez peut-être pas, mais sur le cadenas, il est marqué Smile. Alors, que me dit cette jeune fille de 14 ans? Elle dit, je ne sais pas. Cette image, c'est un peu comme moi. J'arrive pas à sourire ni à aller vers les autres. Les chaînes rouges, ça me fait penser à quelque chose qui sert tout le temps. Alors j'interviens pour lui parler de la clé. La clé, ouais, peut-être qu'il y a une façon de s'en sortir, mais j'y crois pas trop. Au regard du personnage, on dirait qu'il hésite comme moi. Vous voyez, Bima, je vais tout de suite parler. Et tout de suite, on voit le désespoir dans, qu'elle peut exprimer à travers cette image. Donc cette image, c'est pas simplement pour le diagnostic, ça nous aide aussi pour pouvoir échanger avec elle, pour pouvoir un peu avancer. Voilà, ce que je voulais dire, c'est euh, les mots les plus importants, c'est quand même, on se trouve face à des troubles sévères. On peut se ressentir l'impuissance comme tous, comme le sujet, l'enfant, l'adolescent, les parents, les soignants. On sait que c'est sévère, que c'est impuissant, et puis on va essayer de tenir le coup, hein. On va pas se buter sur le symptôme, on va essayer de trouver des voies d'approche un petit peu différentes, redonner, réanimer psychiquement le sujet. Et puis vous souviendrez des formes que ça peut prendre, cette dépression. Et là maintenant, je laisse la parole à Pauline qui continue avec cette diapositive-là et j'arrête le partage pour lui laisser la main. Alors, merci Georges. Je essaye de ne pas être redondante. Alors, je vous mets le PowerPoint en plein écran. Euh, et, et donc, je prends la suite. Moi, j'avais quelques compléments sur l'expression de l'épisode dépressif que je trouvais important. Et donc, je voulais reprendre ce que Georges a évoqué sur les symptômes qu'on évoque dans l'épisode dépressif chez l'enfant et l'ado dans les classifications. Et juste vous parler de la différence d'expression, en fait, plus on est, enfin, entre le petit et le grand adolescent. Moi, je vais plus vous parler d'adolescent parce que c'est le cœur de ma clinique aujourd'hui. Euh, et peut-être de retenir quelque chose qui paraît à la fois simple et complexe à apercevoir dans la prise en charge, c'est que plus l'enfant est jeune, plus les symptômes et les manifestations vont s'exprimer dans le corps. Et donc c'est pour ça qu'on parle du tout petit et du nourrisson, où en fait les symptômes de la dépression, ils s'expriment dans des choses très fonctionnelles, donc c'est-à-dire l'alimentation, la croissance, le visage, et c'est une expression que corporelle. Et plus l'enfant va grandir, plus ça va pouvoir un peu plus passer dans la pensée aussi, mais les manifestations de la dépression chez l'enfant, elles vont être aussi beaucoup dans le corps, dans l'agir.
et à l'adolescence aussi. Et du coup, moi, ce que je vous proposais, c'est que j'avais fait une petite synthèse avec ce tableau en reprenant les symptômes de l'épisode dépressif en général et vous dire un peu comment ça s'exprime chez l'enfant et l'adolescent et les nuances à regarder parce que l'épisode dépressif, il ressemble pas à ce qu'on imagine de manière standard chez l'adulte quand il est chez le petit et chez l'adolescent. Donc, l'humeur dépressive, ça, c'est un préalable pour pouvoir parler d'un épisode dépressif. Et chez l'adulte, ça va souvent se caractériser par de la tristesse et des propos mélancoliformes. Chez l'enfant et l'adolescent, c'est vraiment la question de l'irritabilité. L'irritabilité, on n'arrête pas d'en parler, mais en fait, c'est d'imaginer qu'on est un peu sur un terrain miné avec un enfant qui va s'agacer pour rien, qu'on ne comprend pas. Et c'est une humeur très changeante. Et chez l'adolescent, parfois, ça peut aller même jusqu'à une forme d'hostilité. C'est-à-dire que vous avez l'impression que rien qu'en disant bonjour, vous agressez l'autre et que ça crée quelque chose de très hostile. Ça, moi, j'attire votre attention. Plus il y a un niveau d'hostilité, plus ça parle de la sévérité de l'épisode dépressif, chez les jeunes femmes notamment. Et en fait, ce qui est très difficile, c'est que l'irritabilité et l'hostilité, bah, ça éloigne, en fait. Et on n'a pas envie. On n'a pas du tout envie d'aller échanger avec quelqu'un qui semble très agacé quand il nous parle. Et en fait, ça, c'est une des fonctions, c'est que du coup, ce symptôme-là, il isole encore plus. Et donc, moi, j'attire votre attention de faire très attention sur la question de l'hostilité et de l'irritabilité parce que ça a fonction d'éloigner alors que c'est des jeunes qui ont vraiment d'autant plus besoin de lien. Et c'est un mouvement un peu compliqué à faire quand on est sur le terrain. L'anédonie, on en a parlé, hein, la question de la perte du plaisir, elle existe partout et j'attire votre attention sur l'adolescence. Un changement de centre d'intérêt à l'adolescence, c'est quelque chose qui est ordinaire, c'est-à-dire que un adolescent de 15 ans qui n'aime plus la patte patrouille, ça, c'est pas de l'anédonie, c'est pas une perte de plaisir quand on lui montre la patte patrouille, mais en fait, l'idée, c'est un changement de centre d'intérêt, mais c'est quand les adolescents grandissent, c'est d'aller évaluer, en fait, c'est est-ce qu'ils n'ont plus de plaisir pour rien ou est-ce que leurs centres d'intérêt ont changé? Et ça demande un peu de finesse et vous êtes... C'est pour ça que à chaque fois, on se dit à l'adolescence, il suffit de travailler avec les adolescents, on a besoin de l'entourage pour mieux comprendre ces choses-là. C'est-à-dire que un parent qui nous dit je comprends pas, il adorait aller se promener en forêt et il veut plus, ça veut pas dire qu'il a une perte de plaisir, forcément. La question, c'est qu'est-ce qui lui donne encore du plaisir aujourd'hui? Quels sont ses centres d'intérêt? Sur la question du sommeil, il y a des troubles du sommeil qui existent partout. Moi, je vous encourage à demander aux jeunes que vous croisez comment ils dorment, comment ils s'endorment, quelle est la qualité de leur sommeil. Et ça, d'aller le mettre aussi en interaction avec la famille, parce qu'entre le vécu de son sommeil et la réalité, parfois, il y a des grands écarts. Et c'est aussi intéressant parce que parfois, on a des jeunes qui vont vous dire, ah non, mais je dors très très mal, je me réveille tout le temps. Puis la famille dit, mais je comprends pas, il bouge pas. Mais ça veut dire aussi qu'il a une agitation dans le sommeil et qui lui donne une sensation de trouble du sommeil. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, on a parlé de l'endormissement, ce n'est pas que l'endormissement. Poser la question des réveils, des cauchemars, de la qualité du sommeil. Est-ce que tu te réveilles fatigué? Il y a toutes ces questions-là qui vont être importantes. Chez l'adulte, on parle de variation pondérale dans l'épisode dépressif. Ça, c'est important. Donc, il peut y avoir des variations déjà de l'appétit, que ça soit de plus manger ou moins manger. Sauf qu'à l'adolescence, c'est logique de manger plus. Ça, c'est pas, ça, c'est important de l'entendre. Ça fait partie du développement. Chez l'enfant et l'adolescent, le retentissement sur le corps, chez l'enfant, il va être sur la croissance. Donc, il faut être sensible aussi aux questions de croissance et de retard de croissance chez les enfants. Et à l'adolescence, ça peut être des retentissements à la fois sur la croissance et sur le poids. C'est important que vos patients aillent voir leur médecin. En fait, un enfant, c'est bien qu'il consulte son pédiatre, qu'on veille aussi à son corps et un adolescent aussi et à toutes ces questions-là parce que ce que je vous disais, l'épisode dépressif chez l'enfant et chez l'adolescent, il va s'exprimer dans le corps aussi. Donc, ne pas rester seul. Enfin, alors, moi, je parle en tant que psychologue, mais voilà, l'idée, c'est aussi de prendre soin du corps. Sur la question psychomotrice, chez l'adulte, on va souvent observer un ralentissement. Chez l'enfant, une agitation. Donc, un enfant agité, c'est difficile de le penser en première intention, mais on peut aller penser à un épisode dépressif. C'est-à-dire que l'agitation, c'est aussi un moyen de lutter contre l'effondrement psychique. Et donc, on se maintient en activité pour pas penser. Donc, voilà. Et à l'adolescence, les deux vont être observables.
L'impact cognitif qu'on observe chez l'adulte dans l'épisode dépressif, chez l'adolescent et l'enfant, ça va être un impact sur les troubles d'apprentissage. Et donc ça, c'est important parce qu'on fait beaucoup d'évaluations, on vient questionner l'attention, la mémoire, mais c'est important aussi de questionner les retentissements psycho-affectifs sur l'apprentissage. Et puis pensez à vous, quand vous traversez un moment difficile, est-ce que c'est plus facile de vous concentrer ou pas? Comment vous arrivez à prendre des décisions, c'est-à-dire que remplir un QCM quand on est un peu pas bien, c'est très compliqué de faire des choix, de se positionner. Et en fait, ça, un enfant, un adolescent déprimé, il va avoir un retentissement très important sur les apprentissages. Et penser aussi à l'école quand on est dans une attitude un peu passive d'écoute, c'est-à-dire que on peut aller très très vite dans nos pensées plus sombres et complexes quand on est étudiant à l'école. Et c'est pour ça qu'il y a des jeunes qui développent aussi des très grandes difficultés à se rendre à l'école parce que c'est des moments où ils sont confrontés à eux et à leurs pensées beaucoup plus qu'à d'autres moments parce qu'ils ont moins de moments de fuite. Sur la question de la dévalorisation, chez l'adulte, on va observer beaucoup de culpabilité, chez l'enfant et l'adolescent, plutôt des mouvements de dévalorisation et ils peuvent être très discrets. Je sais pas faire. Un enfant qui va refuser une activité, qui va rien tester. Je veux pas aller au sport parce que je suis nulle. En fait, et parfois, ces mouvements de dévalorisation, ils sont très très discrets, on s'en rend pas compte, mais ils peuvent être constants. Et donc, par exemple, ne pas répondre à un questionnaire, ne pas répondre, ne pas remplir une copie, ça peut être aussi lié à des mouvements de dévalorisation. Les idéations suicidaires, elles existent chez l'enfant, chez l'adulte, chez l'adolescent. Les passages à l'acte suicidaire, ils existent chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte. Ce sont des réalités. Enfin moi, on a pris le parti de ne pas en parler ici parce qu'on ne peut pas parler de tout et peut-être que ça sera un jour l'occasion de faire un webinaire plus ciblé sur la question du suicide et la prévention du suicide. Mais je voudrais juste attirer votre attention sur une notion importante. Il faut poser la question et avec des mots simples. C'est-à-dire que demander à un enfant ou un adolescent s'il a déjà eu des pensées suicidaires, ça ne va pas lui donner envie de se suicider, ça ne va pas lui mettre dans la tête, ça va simplement le protéger. Et parfois, on a beaucoup d'inhibition à utiliser les mots tels qu'ils sont, mais en fait, c'est ceux-là qui vont protéger. Donc, la recommandation, quand on échange avec un enfant, alors peut-être pas dans les premiers moments de la rencontre, en fait, moi, je pose pas la question à tous les patients que je rencontre, mais quand il y a un épisode dépressif ou des éléments qui vont dans ce sens, on peut poser les questions simplement. Penses-tu souvent à la mort? As-tu déjà pensé à la mort? Est-ce que tu as déjà pensé à te suicider? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? En fait, c'est aussi donner à l'enfant et l'adolescent la possibilité d'en parler. Donc, c'est beaucoup plus, enfin, c'est vraiment protecteur. Voilà pour pour ce tableau. Je voulais qu'on parle un tout petit peu plus, je ne sais pas dans quel délai on va pouvoir le faire, mais je vais accélérer un peu. Parce qu'il reste Ouais, 5, 5 minutes. Ok. 5-10 minutes Ok, maximum. et alors je vais accélérer et juste vous dire, et puis vous aurez le PowerPoint, vous dire des choses importantes à l'adolescente, l'épisode dépressif, on va s'intéresser à l'irritabilité, aux troubles externalisés, donc toute l'agitation, les passages à l'acte et à toutes les plaintes qui touchent au corps. Donc les troubles alimentaires d'une part, mais aussi toutes les plaintes de maux de tête, de maux de ventre, douleurs inexpliquées. Ça peut attirer votre attention sur un épisode dépressif qui ne dit pas forcément son nom au départ, mais prendre le temps de ça. Et puis il existe aussi d'autres formes, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Ce qui est difficile à l'adolescence, c'est que souvent les symptômes dépressifs, ils sont mis sur le compte de l'adolescence et on dit c'est normal, c'est l'adolescence. Alors moi, je vais vous dire deux choses. On va s'intéresser au retentissement sur, sur le fonctionnement, en fait. C'est-à-dire l'intensité des troubles. Est-ce que ça empêche d'aller à l'école? Ça empêche d'être en relation? Est-ce que ça crée de la tristesse démesurée? Donc dès que ça empêche de fonctionner, en fait, il faut le prendre en charge. Ça, c'est important. Et puis, souvent, on dit c'est normal, c'est l'adolescence, ce qui n'empêche que le jeune, il souffre quand même. Et c'est pas parce que on sait dans quel contexte ça s'inscrit, c'est-à-dire l'adolescence, qu'il ne faut pas prendre en charge la difficulté. Et en fait, il y a beaucoup d'épisodes dépressifs chez l'adolescent qui sont identifiés mais pas pris en charge parce que mis sur le compte de la période adolescente. Et peut-être vous dire qu'il y a 80% des adolescents qui vont bien. Donc, être adolescent, ce n'est pas être déprimé. C'est une période beaucoup plus à risque, mais c'est pas ce n'est pas un passage ordinaire, en fait, l'épisode dépressif à l'adolescence. C'est pas un rite, voilà. Mais ce qui rend les choses difficiles à repérer, c'est qu'à l'adolescent, les symptômes, ils sont trompeurs. Ils peuvent être fluctuants, c'est-à-dire qu'ils ne s'expriment pas de la même façon au même endroit. Et moi, combien de parents j'entends dire
c'est facile de dire qu'il est déprimé parce que pour être sur Snapchat et jouer et rigoler avec les copains, il n'est pas déprimé. En fait, c'est ça, l'épisode dépressif à l'adolescence, c'est qu'il y a des petites bulles aussi qui sont sauvegardées, et ce qui rend les formes plus compliquées à repérer. Et puis, il y a des adolescents qui arrivent à conserver certaines capacités de fonctionnement. Et c'est aussi ça qui rend le repérage plus difficile. Je vous ai mis deux échelles qui permettent le repérage. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais peut-être une chose, c'est que si vous faites remplir une échelle à un adolescent dans votre bureau et ou n'importe où, lisez les réponses avant qu'il quitte votre bureau, parce que souvent les jeunes disent beaucoup de choses à l'écrit qu'ils ne disent pas à l'oral. Et du coup, et comme vous posez la question, est-ce que tu as envie de mourir? Il est très possible qu'il ne vous l'ait pas dit à l'oral, mais qu'il se soit autorisé à l'écrit. Et donc, on ne peut pas le laisser rentrer chez lui sans que ça ait été pris en charge. Donc, lisez les questionnaires quand vos patients les remplissent avec vous. Je vous ai mis ces deux échelles qui sont celles des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Vous les trouverez très facilement d'accès. Voilà, et ça, c'est la version pour les cliniciens. La Haute Autorité de Santé en 2014, ça date, mais en fait, je trouve que c'est toujours pertinent, leurs recommandations. Et ils expliquent que ce qui est la chose qui est le plus recommandée pour l'épisode dépressif chez l'adolescent, c'est la psychothérapie. Parce que vraiment, c'est ça qui est au cœur de la prise en charge. La mise en place d'un espace de psychothérapie, ça va être essentiel, sauf que ça va nécessiter des choses qui sont importantes, c'est-à-dire que le trouble soit repéré, ça on l'a fait, de mettre en place tout l'environnement autour. On a parlé de l'école, on a parlé de la famille, on a aussi parlé de l'explication du trouble aux jeunes, c'est-à-dire que c'est important d'expliquer ce qu'on a repéré, c'est important de dire aussi aux jeunes que il souffre de quelque chose que nous, on sait qui peut être résolu, mais lui, il n'en a pas la croyance. Un des premiers symptômes, c'est le sentiment d'irrésolvabilité, c'est-à-dire que le jeune, il a le sentiment que sa souffrance, elle va durer tout le temps. Et parce qu'avant d'arriver dans votre bureau, il a déjà essayé beaucoup de choses pour aller mieux. Ça, faut pas l'oublier. Et en fait, ça, c'est un préalable. Et donc, expliquer le trouble, expliquer ce qui se passe et expliquer comment on va procéder, c'est important. Et on parle souvent de construire un village autour d'un enfant, mais quand il y a un épisode dépressif, c'est essentiel. Il faut cons- trouver l'environnement familial s'il est possible, mais après on trouve des équivalents si c'est pas possible. Évaluer l'intensité des manifestations et de leur retentissement. Évaluer la nécessité d'une prise en charge médicale, quoi qu'il arrive, si besoin, comme ça fait une ressource. Et mobiliser toutes ces ressources relationnelles. Une fois que tout ça s'est posé, on va pouvoir mettre en place le travail de psychothérapie parce que vraiment on retient, c'est la relation qui soigne. Je ne vais pas rentrer dans les détails des recommandations de la chaise, vous pourrez aller les lire, mais moi je les trouve très intéressantes, elles sont simples, claires, donc vous les avez là. Et peut-être vous dire qu'avec l'adolescent, il va falloir toujours s'ajuster, en fait. Mobiliser des outils, de la créativité, et toujours vérifier avec lui que c'est un travail que vous faites ensemble. Est-ce que ça te sert? Comment on avance? Cibler des objectifs. C'est une co-construction. Donc moi, je vous encourage à utiliser, là j'ai utilisé les cartes d'un jeu qui s'appelle Dixit, que vous connaissez très facilement. C'est l'Université de Poitiers qui l'a mis en place. On peut écrire des livres, on peut faire des dessins. Il faut utiliser des tiers et vérifier, enfin construire un espace commun avec le jeune. Et alors, du coup, je voulais terminer par un travail que moi je mets en place beaucoup avec les adolescents, c'est travailler sur leurs ressources internes et externes, mais en fait, avec l'idée, et ça on peut le faire aussi avec des plus petits, mais c'est de proposer un travail thérapeutique qui consiste à réhabiliter le sentiment de compétence et la capacité de s'adapter au monde avec vos patients. Donc on travaille sur les ressources et donc ça va mobiliser à la fois la créativité et l'adaptation. Et l'objectif de ça, c'est d'aider votre patient à identifier, nommer et organiser les appuis internes et externes dont il va avoir besoin et qu'il a du mal à mobiliser tout seul quand il va pas bien. Donc il y a des ressources internes, donc ça c'est tout ce qu'il y a dans son tempérament, la créativité, l'humour, l'intelligence, la sensibilité, enfin tout ce qu'on va trouver et il va falloir le travailler, l'identifier avec lui. Les ressources externes, donc c'est souvent les soutiens relationnels ou environnementaux, la famille, l'école, le sport, enfin plein de choses. Et les ressources d'apaisement, c'est-à-dire quand il va pas bien, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement pour s'apaiser? C'est-à-dire qu'on va travailler à long terme, à moyen terme, à très court terme, mais l'idée, c'est de développer toute une palette d'interventions possibles pour un jeune pour qu'il retrouve un peu le pouvoir sur lui et qu'il arrive à se projeter. Et donc, ça, je vous donne un exemple. Ça m'arrive quand je travaille en visio avec certains ados. Donc, je vous ai donné l'exemple de Lily. Et on a travaillé comme
on a fait un petit mémo sur les ressources potentielles qu'elle pouvait déployer et qu'elle avait en elle. Et alors, je vous ai mis un exemple parmi tant d'autres. Lily, c'est une patiente imaginaire, mais j'ai un peu rassemblé. Donc, on peut imaginer que c'est une jeune de 14 ans qui traverse un épisode dépressif et qui n'arrive plus à aller à l'école depuis quelques mois, qui est repliée au domicile. Et on a travaillé sur les ressources qu'elle pouvait avoir. Donc, ça demande de bien connaître sa vie. Et donc, et après, on a fait un petit tableau, un peu comme un mood board, pour qu'elle garde cette image-là et quand ça va pas bien, elle puisse redéployer les choses. Et alors, je vous raconte rapidement et puis après, on fera une toute petite conclusion. Les ressources de Lily. Alors, une ressource très simple, vous voyez ici, c'est un truc, une activité créative, ça s'appelle du diamond painting. Les ados font ça. C'est vraiment une activité qui ne demande pas beaucoup de réflexion, mais quand elle va pas bien, remplir ses petits diamants sur des tableaux, ça lui permet de penser à autre chose et ça lui fait du bien. Là, on a mis une avocate parce que ça, c'est une ressource à long terme. Elle arrive encore à se projeter un peu dans l'avenir. Elle veut faire des études de droit. Donc ça, vous voyez, on l'a utilisé, même si ça lui fait très peur, mais on a mis une ressource très très loin. Le parc d'attractions avec les copines, ça, c'est une ressource à plus court terme. C'est qu'elle aimerait retrouver la possibilité de faire ça avec des amis. Et ça, c'est un rêve un peu plus accessible. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est l'endroit de ses meilleurs souvenirs de vacances. Donc là, on est venu faire une ressource du passé, un moment de plaisir et de détente. Et c'est une petite ville de Vendée, voilà. Netflix. Alors on pourrait se dire, ah, vous avez mis une série télé comme ressource. Oui, ça permet aussi de l'apaisement de temps en temps. Regardez la série. Donc là, c'est une série mercredi. Je sais pas si vous travaillez avec les ados, vous voyez ce que c'est. Euh, mais c'est une ressource aussi parce que on a soutenu l'idée qu'elle pouvait aller demander aux membres de sa famille quand elle allait pas bien d'aller regarder un épisode avec quelqu'un. Et ça, c'est un truc qu'on a travaillé. Là, le bras, là, le poignet, ça signifie la demande d'aide. On a travaillé pour qu'elle soit capable de chercher de l'aide et puis elle est aussi capable d'en donner. Ça, je ne sais pas si vous reconnaîtrez Lena Situation. C'est une influenceuse très connue. Et en fait, c'est une ressource pour Lily parce que elle voit qu'on peut s'en sortir et qu'elle va avoir une vie chouette et tout ça. Et c'est une influenceuse qui l'inspire, donc on l'a aussi mis dans les ressources. Ça, c'est un petit travail que j'ai fait avec une patiente mais qui peut s'incarner, où on a mimé sa famille avec des animaux, enfin, des animaux en plastique, et du coup, ça représente la famille pour Lily. Et en fait, c'est une ressource. Et puis, en fait, comme on a dit plein de choses lors de cette séance, vous voyez, ça a inscrit la ressource dans une photo. Et enfin, l'escalade, le sport, ça c'est important. Nous, je suis psy, mais je vous dis de remettre aussi du mouvement et du corps dans la vie des adolescents ou des enfants, c'est essentiel. Et en fait, ça, on a trouvé un moyen qu'elle puisse retrouver, mobiliser un peu du corps, sortir de la maison et réessayer quelque chose de nouveau qu'elle connaît pas, mais où elle peut réussir. Et donc, on a mis l'escalade qu'elle fait avec les membres de sa famille. Je termine, je suis désolée. Je vous ai mis des ressources qui sont importantes parce qu'elles existent déjà. Le 3114, c'est la ligne de prévention pour le suicide. Et en fait, trop peu de gens la connaissent, mais affichez ça dans vos salles d'attente ou dans les endroits, c'est important. Il y a le fil santé jeune. Mais les ados, parfois, ils sont un peu, ils osent pas trop appeler. Donc, mais par contre, c'est intéressant, ils ont un chat. Donc, ça, vous pouvez le suggérer. Et Hop My List, c'est l'université d'Angers, l'hôpital d'Angers qui a mis ça en place. Et c'est une application où on vient, avec les ados, mobiliser toutes les ressources. Il y a plein de choses en cas de détresse psychique et c'est mis en lien avec la famille si les gens l'utilisent. Et c'est inspiré des plans de prévention notamment et de sécurité quand il y a des idées suicidaires chez les jeunes. Donc je vous encourage à aller mettre un nez dans cet outil et à l'utiliser. Voilà. Merci beaucoup d'avoir réussi le challenge Bon. de terminer pour laisser la place aux questions. Donc, on va accueillir Théodore et Vincent qui vont pouvoir relayer une partie des questions parce que ça a été intense. Il y en a eu beaucoup. Tout à fait. Beaucoup de questions ce soir. Une grosse thématique sur... pardon, ça fonctionne? Oui. Oui. Parfait, ok, excusez-moi. J'ai pas mal de thématiques sur les questions un petit peu de diagnostic. Comment on repère un épisode dépressif pardon, chez un enfant avec un TSA ou avec un TND? Surtout quand ils n'ont pas de langage ou que le niveau de symbolisme est peu présent, notamment dans les dessins. On vous a parlé de prêter attention à la rupture avec l'état antérieur. C'est-à-dire que
en fait, vous connaissez la clinique de vos patients qui souffrent de troubles du spectre autistique ou d'autres affections. Et en fait, l'idée, c'est de venir chercher des moments de rupture, des changements de comportement. Et donc, en fait, c'est dans ces moments-là que vous allez pouvoir le repérer. En tout cas, moi, je vous dirais d'abord cette partie-là qui est assez importante. Et Ouais. après, genre, je sais pas si tu as des choses à... Non, je suis d'accord avec toi. C'est ça le principal, évidemment, dès qu'on manque de langage, des canaux d'expression, c'est plus difficile. Mais si on est habitué, si on connaît bien ces patients-là, peut-être qu'on peut trouver des façons de faire, hein. Il y a toujours des spécialistes de patients en TSA ou qui sont déficients. Mais a priori, il n'y a pas de raison. TSA ou la déficience intellectuelle ne sont pas des vaccins contre l'épisode dépressif. Ouais. Non, au contraire, et moi j'attire votre attention à Hmm. nouveau sur la période de l'adolescence chez ces patients qui sont Hmm. aussi du coup Voilà. des moments de rupture et de perte quand il y a les changements de lieu, d'IME, d'IM-Pro, et c'est là où il y a aussi des manifestations dépressives dans ces moments-là, donc je vous encourage à y prêter attention. Ok, Merci. merci. Il y a une différence enfin une question sur quelle est la différence entre hypomanie de l'enfant et dépression. Je pense que la question était bipolarité de l'enfant et dépression, j'imagine. Euh, ah, moi je pense que c'est une question qui relève quasiment de l'expertise de médecin psychiatre, je pense. Euh, et parce que moi, je ne suis pas très spécialisée dans le trouble bipolaire chez l'enfant. C'est assez novateur, je crois. Donc, je ne Alors, suis je pas veux dire quand éventuellement. même que sur le plan symptomatique, dans le trouble bipolaire, il y a quatre troubles, il y a quatre groupes de symptômes. Il y a les troubles de l'activité, par exemple l'instabilité motrice, mais ça, bon, comportement ludique, l'exagération mimique parfois. On voit ce côté-là. Il y a des troubles thymiques qui passent de l'exaltation, l'euphorie, qu'on ne voit pas dans la dépression, le trouble thymique de la même façon. Le trouble thymique dans la dépression, ça sera vers l'humeur triste la plupart du temps. Il y a aussi des difficultés d'attention, ça c'est. Mais il y a un trouble qu'on appelle la fuite des idées, c'est-à-dire que les idées se précipitent. Très typique dans un TAT, par exemple, un enfant ou un adolescent qui présente un trouble de ce type, qui est dans une période un peu maniaque, va nous dire ça peut être un enfant qui joue du violon, mais aussi ça peut être une autre idée, et puis encore une troisième idée, et une quatrième idée. Donc, avec un petit peu de pratique, on peut bien repérer quand même les différences. Il y a des symptômes, il y a des groupes d'activité comme ça, puis les troubles neurovégétatifs, mais qui sont un petit peu aussi les mêmes que ceux de la dépression. Mais c'est plus dans la qualité des troubles thymiques et puis les troubles de l'activité et la fuite des idées Et qui peut nous puis souvent, permettre de l'excitation ou repérer. l'exaltation de l'humeur, elle est difficile à contextualiser aussi. Quand il y a des mouvements timides Voilà, qu'on a du mal à mettre en sens avec des événements extérieurs, ça peut attirer l'attention. exactement. Ouais. Ok. Théo? Oui, une personne aussi qui demandait un peu comment on travaille l'adhésion aux soins, déjà d'une part avec l'adolescent. Surtout, il y a un dysfonctionnement familial et puis du coup, comment aussi on travaille le lien avec les parents, comment on en parle de l'épisode dépressif avec les parents pour réduire les cercles vicieux que tu évoquais, Georges, en début de présentation. Oui, ben, écoute, ta question, c'est comment si les parents sont défaillants, non? C'est ça que j'ai compris. Non, non, pardon, comment on en parle, déjà comment on en parle un peu, enfin comment on fait pour travailler justement l'adhésion aux soins avec l'adolescent et puis aussi avec les parents. Ouais, Et comment on fait pour justement réduire ces cercles vicieux dont tu parlais au début de la ouais, présentation. exactement. Alors, c'est toujours pareil, faut être faut être délicat quand on s'adresse aux parents, parce que le mot dépression, c'est un mot que tout le monde connaît quelqu'un que, pas forcément dans sa famille, mais on a tous connu quelqu'un qui était dépressif. C'est une espèce de maladie qui n'en finit plus. Alors, il faut absolument, si c'est un épisode, bien mettre le mot épisode avec, hein. Alors, on peut essayer de dire les choses, parler de déprime, on peut essayer d'être un petit peu plus délicat. En tout cas, il faut faire attention au début. Parce que le mot dépression, c'est massif comme mot, hein, et qui a été employé parfois à tort et à travers. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire attention et petit à petit amener à une prise en compte comme ça euh, tu vois, quand on évoque le côté d'un avant, d'un début, ça marche beaucoup bien, ça on montre qu'il y avait un avant. Et si on a de
l'expérience dans ce domaine, on peut repérer qu'il y aura un après. On repère des petits éléments comme ça, on va pouvoir, on voit l'évolution. Je lisais une question en même temps, c'est pour ça que j'étais Et pas tout genre, à je fait avec voudrais toi au juste, début. je peux compléter Ah juste. oui, d'accord, vas-y. Il y a plusieurs, parce que ça dépend aussi, parce que parfois on minimise l'état de l'enfant ou parfois enfin, ça dépend un petit peu des situations. Je pense que on peut parler des choses avec des mots simples et clairs et c'est surtout de faire attention de trouver un vocabulaire commun. Moi, je voudrais juste attirer votre attention sur l'utilisation du terme idée noire qui est souvent très utilisé, mais on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière. Donc moi, je vous invite aussi à spécifier et quand si on Mhm. dit à quelqu'un c'est quoi une idée noire, en fait, moi, ça va vouloir dire quelque chose, mais pour l'autre, non. Donc, en fait, de prendre le temps des mots, c'est important, avec les familles aussi. Et, euh, et moi, je pense que si un jeune, il identifie sa souffrance, ça va être plus facile pour la prendre en charge. Et pareil pour les parents. Et moi, les échelles, souvent, je les utilise pas pour moi parce que moi, j'en ai pas besoin. Mais un jeune qui va répondre à la DRS et qui va réaliser qu'on lui pose des questions, déjà, il va prendre un peu la mesure et partager l'échelle avec les parents, avec l'accord du jeune. Ça aide aussi à poser un tout petit peu le cadre. Et par exemple, Mhm. la DRS, c'est une échelle qui dit en faveur, ça peut aller vers un diagnostic de trouble dépressif. Et en fait, vous voyez, c'est progressif, mais ça alerte. Et ça, je pense que ça peut être des outils intéressants. Utiliser un peu de tiers. Voilà. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Et la DRS, on la partage évidemment avec le jeune, l'adolescent. C'est lui-même qui peut la corriger, qui peut noter. On lui demandera aussi des petites explications pour les items, de préciser. Ce qu'il faut toujours faire préciser, comme le dit bien Pauline, hein, c'est ça qui est important. Mm. Il y a pas, voilà. C'est pas les scores qui comptent, c'est ce qu'on va Non. pouvoir. Mm. En tout Tu cas, voulais réagir sur une question ou Vincent peut poser la suivante? J'avais Et cru que tu... pour ouvrir justement, oui, pour ouvrir, Ouais. justement, il y en a qui demandent un peu quel rôle peuvent jouer les familles du coup après dans la prise en charge et suivi, sans empiéter sur le travail thérapeutique, comment vous travaillez avec les familles. Bien sûr, c'est une clinique large, mais Ouais, alors, moi je commence et puis tu reprends, Pauline, hein, je ne veux pas te oui, couper la parole. vas-y. Mm. Je voulais dire simplement que moi, je pense que les familles. Alors, la question est tournée de la façon suivante, sans empiéter sur le travail thérapeutique. Mais non, moi, je suis tout à fait partant que les familles empiètent sur le travail thérapeutique. Moi, je pense que les familles ont, les parents, ils ont, comment vous dire, une fonction thérapeutique que parfois ils ont perdue. Ils n'ont pas confiance dans leur capacité thérapeutique, en fait. Et moi, je pense que beaucoup l'ont. Et j'ai aperçu une question qui disait même, est-ce qu'un enfant peut ou un adolescent peut se traiter lui-même? J'ai connu un cas comme ça par le dessin, dessiner des carnets de dessin qui peuvent paraître un peu inquiétants comme ça. Et à long terme, on perçoit qu'il y a une forme de traitement qui s'est fait de ce type-là. Et je pense que j'encourage, moi, les familles qui peuvent le faire, à- lorsqu'ils ont des idées thérapeutiques, c'est-à-dire rencontrer leur adolescent autrement, Mm. sans, comme on dit, se fixer sur le symptôme, mais aller le trouver des animations psychiques avec lui, etc. Je pense qu'il faut absolument les engager dans cette voie. Et alors, aussi avec l'école, bien évidemment, les psychologues de l'éducation sont des relais essentiels aussi. Pauline, Oui, l'idée c'est de mobiliser la famille, mais aussi à la place, enfin, comme ils peuvent et avec les ressources qu'ils ont, mais pour être en bien relation. sûr. C'est-à-dire qu'on entend, il est enfermé dans sa chambre, il fait ça. Bah, vous voyez, je vous ai parlé de Netflix. Bah, moi, il y a plein de parents que je force à regarder des séries qui les intéressent pas beaucoup, mais en fait, c'est une manière d'être en lien, en fait. Et, euh, et c'est et du coup, il y en a qui m'aiment pas trop, hein, parce qu'ils ont dû regarder des trucs qui les intéressent pas. Mais en fait, c'est refaire du lien, s'intéresser, partager. Et en fait, on peut proposer des choses simples. Et parfois, il y a des familles qui n'ont pas d'idée, mais vous pouvez prêter un jeu de société, vous pouvez initier des choses. Et en fait, c'est de retrouver de la relation. Et ça veut pas dire. Alors ça va être important. La question, qu'est-ce qui va pas? Dis-moi, tu peux me parler, tu peux me confier. En fait, quand on est déprimé et quand on est anxieux, on ne sait pas parfois. Et on n'a pas envie sur le moment de répondre à toutes ces questions. Mais par contre, c'est être ensemble, faire des choses, réexpérimenter et en fait soutenir les parents pour qu'ils puissent être une personne que leur enfant sollicite si ça va pas. Et ça va être ça tout le travail. Voilà. Si, alors je ne sais pas si on a le temps, parce qu'il est déjà 19h01 pour une
petite dernière question Bonne année. après. Globalement, il y a quand même beaucoup de questions autour de comment est-ce qu'on fait pour mobiliser des jeunes qui sont dans des états dépressifs importants et où tout travail cognitif, comportemental est difficile à mettre en place. Il y a quelqu'un qui nous dit, même après un entretien motivationnel où le ou la jeune exprime la volonté réelle de changement et il n'y a pas grand-chose de possible à Je, mettre en œuvre, je- voire des enfants ou des ados qui justement n'ont pas envie, quoi. Ouais, bah je vais, ça va être une réponse qui va pas beaucoup vous aider, mais enfin, ou si, peut-être, je ne sais pas, mais c'est de savoir que ça peut prendre du temps, que c'est possible et de mobiliser votre créativité. Des tout petits trucs, tout doucement. Enfin, l'idée, en fait, d'un premier entretien avec un adolescent, c'est qu'il accepte de revenir au deuxième. Faut Voilà. pas être trop ambitieux. Et on fait pas à pas. Moi, je vous dirais ça. Moi, j'irais dans ton sens, dans le sens de Pauline, c'est ça, il faut être présent. Alors c'est compliqué, hein, je vous le disais, l'impuissance qu'on ressent, mais moi je me dis parfois, le jeune patient, l'adolescent adhère à ce que je fais parce qu'il vient, il adhère avec ses pieds, il adhère avec son déplacement. Mhm. Hein. Et Pauline disait justement que des parents lui en veulent un peu de regarder des séries qui ne les intéressent pas. Et moi-même, je regarde sur YouTube des chaînes sur les jeux vidéo, par exemple, qui ne m'intéressent pas spécialement, mais je crée de la relation. Il faut bien que je m'intéresse à League of Legends, à GTA V, Mhm. à tous ces éléments-là. C'est les petits fils qu'on peut retenir. Et souvent, j'ai l'impression, parfois, dans mes séances, eh bien, que j'ai pas fait grand-chose, mais elle est réussie parce qu'il va revenir. Et puis, leur dernier point, peut-être pour terminer sur une note plus optimiste, on a l'impression de ne pas avancer. Moi, j'ai remarqué souvent ça, ça n'avance pas. Et puis, un jour, on revient des vacances de février, Noël, je note une petite amélioration, comme ça, que moi j'ai vue, mais qui n'apparaît nulle part ailleurs. Et puis, 2 semaines après, un jeune revient et me dit ah oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Voilà, je me dis c'est pas vrai, tout va mieux. Et la semaine suivante, il me dit mais Monsieur Cognier, on arrête. Voilà. J'ai remarqué que on a un long plateau et puis après des plateaux où on aperçoit, nous, avec notre regard un petit peu précis, des petites choses. Et puis à un moment donné, ça remonte, et c'est vite et seul. Je ne sais pas si tu es Merci. d'accord, Pauline. On n'a pas évoqué ça ensemble. Mhm. Non, non, je te rejoins. Ça prend. Bon. Voilà. Bien, merci en tout cas pour votre présentation et les échanges, toujours riches. Vous avez beaucoup de messages dans le chat que vous pourrez voir. Alors, J'en profite, évidemment, il y a de la frustration. ouais. Il y a toute une J'en profite formation. juste pour faire rappeler que vous avez une formation chez nous sur la dépression chez l'enfant et l'adolescent. Celle du 1er et 2 décembre est déjà pleine, si j'ai bien compris. Et il y en aura encore les 23 et 24 mars et 19 et 20 octobre prochains. Euh, voilà, pour ceux qui veulent, celles et ceux qui veulent compléter ce webinaire. D'avancer sur la diapositive suivante pour Ah présenter oui, notre pardon, c'est moi. prochain webinaire. Aucun souci, merci. Donc, rendez-vous le 25 novembre à 18 heures pour parler des programmes d'entraînement aux habilités parentales de type Barclay ou autres. Et encore merci à toutes et à tous pour votre présence, les échanges, l'espoir aussi, beaucoup l'ont souligné, d'avoir présenter aussi ces lueurs, entre guillemets. Donc, très bonne soirée à toutes et à tous et merci Merci, à bientôt. encore. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée.